Elle avait compté chaque euro. 4 600 € en 14 mois, prélevés à la virgule près sur un salaire de 1 850 €, dans une ville qui ne pardonnait pas l'imprudence financière. Camille Martin savait exactement ce que chaque centime représentait. 3 semaines sans sortir, des déjeuners préparés à la maison dans des boîtes Tupperware rayées, un seul manteau pour 2 hivers, et le refus systématique des after-work auxquels ses collègues l'invitaient avec cette bienveillance légèrement condescendante des gens qui ignorent ce que signifie vraiment compter. Elle avait dit oui à tout cela sans hésiter. Elle avait dit oui parce que ce mariage était censé valoir chaque sacrifice. Le bouquet avait coûté 87 € chez une fleuriste de la rue de Meaux. Des gerberas roses, épais et droits, qui sentaient légèrement le vert, la tige fraîchement coupée. La robe venait d'une petite boutique de Barbès, louée pour la journée, ajustée 2 fois par une couturière qui parlait en tenant des épingles entre les lèvres. Les 84 arrangements de feuillage, Camille et sa mère les avaient montés elles-mêmes la veille, agenouillées sur le parquet froid du salon de Saint-Denis, avec du fil de fer, des ciseaux et une lampe de bureau comme seul éclairage. Sa mère avait mis de la musique, Édith Piaf, inévitablement. Et elles avaient travaillé pendant 3 heures en chantonnant faux, et Camille s'était dit que ce serait un souvenir qu'elle raconterait à ses enfants un jour. Il était 10h40 du matin, un samedi de novembre, quand Camille Martin se tenait debout devant l'autel de l'église Saint-François d'Assise, dans le 19e arrondissement de Paris. Dehors, la lumière était blanche et froide, le genre de lumière qui aplatit les visages et fait ressembler les pierres à du calcaire. À l'intérieur, 84 chaises étaient occupées par des gens qui ne parlaient plus depuis un moment. Le silence avait d'abord été celui de l'attente polie, puis il était devenu celui de l'inconfort, puis celui, plus lourd, de la compréhension progressive que quelque chose n'allait pas. Camille regardait la porte principale. Elle portait la robe crème, à l'épaule droite découverte, les cheveux remontés avec 2 mèches, encadrant le visage, les lèvres légèrement rosées. Le bouquet de gerberas était immobile entre ses 2 mains. Son sourire, ce sourire qu'elle avait répété devant le miroir de la salle de bain pendant 2 semaines, le sourire naturel, pas trop grand, pas crispé, celui qui dirait aux gens qu'elle était heureuse sans paraître chercher leur approbation, ce sourire tenait encore, mais il tenait de la même façon qu'un mur tient quand on a retiré les fondations, par habitude de tenir. Sa mère était au premier rang. Elle n'avait pas bougé depuis 7 minutes. Sa petite sœur Lucie, en robe bordeaux, regardait son téléphone sous le banc avec une discrétion insuffisante. L'ami d'enfance de Julien, qui devait servir de témoin, était sorti fumer voilà 20 minutes et n'était pas revenu. Il était 10h47 quand le téléphone vibra. Camille l'avait mis en mode silencieux dans son soutien-gorge. Une décision pratique, presque comique, à formuler maintenant. Elle le sortit avec un geste calme, comme si consulter son téléphone pendant son propre mariage était une chose tout à fait raisonnable à faire. L'écran s'illumina, le nom de Julien, et dessous, encore 14, les mots suivants « Je peux pas »,« Excuse-moi », 3 mots, pas de virgule après « peut pas », pas de pointe à la fin, une faute d'orthographe qui, dans d'autres circonstances, l'aurait fait sourire. Elle fixa l'écran pendant 40 secondes exactement. Elle le sut parce qu'elle vit l'horloge passer de 10h47 à 10h48 sans avoir l'impression que le temps s'était écoulé. Son pouce ne bougea pas. Ses poumons continuèrent de fonctionner mécaniquement sans qu'elle ait à leur donner l'instruction. Le bouquet ne trembla pas. C'était peut-être la chose la plus étrange de tout, que ses mains ne tremblaient pas, comme si une partie d'elle avait su et s'était préparée à une éventualité que l'autre partie refusait d'admettre. 84 personnes attendaient qu'elle se retourne. Elle n'avait pas la force de se retourner. Ce fut à cet instant précis qu'elle entendit la voix, basse, ferme, sans urgence ni théâtralité. 4 mots prononcés comme une évidence, comme si la situation avait une solution logique et qu'il suffisait de l'énoncer. « Fais comme si j'étais le marié ». Camille tourna lentement la tête sur sa droite.
Antoine Moreau se tenait à moins d'1 mètre d'elle, dans le couloir latéral de l'église, légèrement dans l'ombre. Il portait un costume sombre, cravate marine, l'air de quelqu'un qui venait pour autre chose et s'était retrouvé là par accident géographique. Ce qui était exactement le cas. Il avait 44 ans, les tempes grisonnantes, les épaules larges d'un homme qui avait cessé depuis longtemps d'essayer d'impressionner qui que ce soit. Son expression était neutre, pas froide, neutre. Il y avait une différence. La froideur ferme les portes, la neutralité les laisse ouvertes. Camille le regarda pendant une seconde entière. Elle ne pensa pas à la hiérarchie, elle ne pensa pas au contrat de travail, aux 2 années de rapports professionnels distants, aux réunions où il prenait des décisions en utilisant des chiffres comme d'autres utilisent des arguments. Elle pensa à une seule chose. Elle ne pouvait pas se retourner seule vers ces 84 personnes. Pas comme ça. Pas avec ses mains qui ne tremblaient pas mais allaient, elle le sentait, se mettre à trembler dans moins de 30 secondes. Quelque chose en elle choisit de faire confiance. Elle hocha la tête, une seule fois, imperceptiblement. Ce qui suivit dura 7 minutes et fut, de l'avis de ceux qui étaient présents, absolument convaincant. Antoine Moreau entra dans l'église depuis le couloir latéral avec une aisance déconcertante, s'approcha de Camille, lui prit la main avec la précision de quelqu'un qui sait que les gestes publics doivent être lisibles sans paraître calculés, et se tourna vers l'assemblée avec un sourire bref et professionnel, le sourire d'un homme habitué à gérer des situations complexes devant des publics nombreux. « Toutes mes excuses pour le délai », dit-il d'une voix portée mais mesurée. Julien a eu un malaise ce matin, rien de grave, mais il est en ce moment pris en charge. Camille et moi allons vous demander de bien vouloir rejoindre la salle de réception où tout est prêt. Nous vous retrouverons très bientôt pour vous expliquer la suite. Un silence, puis les murmures, puis lentement, les gens commencèrent à se lever. La mère de Camille resta assise un instant de trop, les yeux fixés sur sa fille. Camille lui adressa un regard bref. « Ça va, maman, fais-le. » Et sa mère se leva à son tour, prit son sac et sortit avec les autres, en parlant à voix basse à la voisine de banc, comme si le mouvement collectif suffisait à suspendre les questions. Antoine conduisit Camille dehors par une porte latérale, une main discrète dans le bas de son dos, juste assez pour orienter sans contraindre. L'air de novembre les heurta de plein fouet, froid, humide, avec cette odeur de Paris en automne qui ressemble à du béton mouillé et à des feuilles en décomposition. La lumière blanche était toujours là, froide comme avant, mais dehors, elle faisait moins mal. Ils marchèrent jusqu'à une Audi grise, garée rue de l'Égalité. Antoine ouvrit la portière passager. Camille monta sans un mot. Il fit le tour, s'installa, ferma sa portière et ne démarra pas immédiatement. Il attendit. Camille Martin, 28 ans. Assistante de ressources humaines à la Moreau Logistique SA, gérante invisible des processus de recrutement de 87 postes par an, fille aînée d'une femme hyper tendue et sœur finançant des études d'infirmerie, regardait par le pare-brise un lampadaire parisien parfaitement ordinaire et comprit que le barrage allait lâcher. Il lâcha, pas de façon spectaculaire, pas de cris, pas de sanglots convulsifs, des larmes qui tombaient comme tombent les larmes quand elles sont retenues trop longtemps, régulièrement, silencieusement, avec une détermination tranquille. Sa respiration se fragmenta. Ses épaules se voûtèrent légèrement comme si elles se rétrécissaient de l'intérieur. Le bouquet de gerberas roses était encore entre ses mains. Elle ne savait pas quand elle avait cessé de le tenir et recommencé, mais il était là, les tiges légèrement froissées par la chaleur de ses paumes. Antoine ne dit rien. Il ne dit pas « tout va bien se passer ». Il ne dit pas « il ne méritait pas de toi ». Il ne proposa pas de mouchoir avec ce geste trop vif que les gens font quand ils ne supportent pas le silence des autres et doivent agir pour se soulager eux-mêmes. Il posa simplement les 2 mains sur le volant, regarda devant lui et laissa le silence exister sans chercher à le remplir. C'était, Camille le percevrait beaucoup plus tard, la chose la plus rare qu'on lui eût jamais offerte. Ils restèrent garés rue de l'Égalité pendant 22 minutes. Le moteur ne tourna pas.
Dehors, deux pigeons se disputaient un morceau de pain sur le trottoir d'en face avec une énergie disproportionnée au contexte. Une femme passa en poussette, au téléphone, sans regarder autour d'elle. La vie du 19e arrondissement continuait avec cette indifférence bienveillante que Paris réserve aux drames privés. Quand Camille eut cessé de pleurer, pas parce qu'elle était guérie, mais parce que les larmes avaient dit ce qu'elles avaient à dire pour l'instant, elle prit une longue inspiration et dit, les yeux toujours sur le pare-brise, « Merci ». Antoine hocha la tête, rien d'autre. « Je dois appeler ma mère », dit-elle ensuite, d'une voix redevenue presque normale. « Pas tout à fait, mais presque. Bien sûr. Et défaire les arrangements de feuillage dans la salle. On les a faits à la main hier soir. Je peux vous ramener où vous voulez. » Elle tourna enfin la tête vers lui. Il y avait quelque chose de presque étrange dans ce profil. Cet homme qu'elle voyait depuis 2 ans dans les couloirs du 18e étage de la Défense, dans les salles de réunion avec leurs vitres panoramiques sur Paris, dans les mails signés A. Moreau, directeur général, et qui était là maintenant dans une voiture garée en double fil devant une église de quartier, sans explication supplémentaire, sans rien exiger en retour. « Pourquoi vous étiez là ?» demanda-t-elle. Antoine hésita un 10e de seconde, le genre d'hésitation qui ne ressemble pas à un calcul, mais à quelqu'un qui cherche les mots justes parce que les mots approximatifs lui semblent une insulte à la question. Document de renouvellement de partenariat social avec la paroisse. La Moreau Logistique a un contrat avec le 19e depuis 7 ans. Je devais le déposer en main propre ce matin. Je suis arrivé trop tôt. Il fit une pause. J'aurais dû ressortir. Mais vous n'êtes pas sorti. Non. Camille regarda à nouveau par le pare-brise. Les 2 pigeons s'étaient finalement partagé le pain, ou l'un avait gagné. Elle n'avait pas suivi la conclusion. D'accord, dit-elle doucement. Vous pouvez me ramener à Saint-Denis, s'il vous plaît. Antoine démarra. Le lundi matin suivant, Camille Martin franchit les portes vitrées de la Moreau Logistique S.A. à 8h32 précises. Elle portait son tailleur bleu marine, celui qu'elle gardait pour les jours de recrutement importants, le seul de sa garde-robe qui lui donnait l'impression d'occuper pleinement l'espace qu'elle méritait. Ses cheveux étaient lissés, son rouge à lèvres appliqué avec soin, son badge accroché au revers gauche. Elle salua Fatima à l'accueil avec le même sourire du lundi que d'habitude, prit l'ascenseur jusqu'au 14e étage, posa son sac sous son bureau, alluma son ordinateur et ouvrit sa messagerie professionnelle. 43 mails non lus. Parfait. Il y avait du travail. Elle n'avait pas dormi plus de 3 heures la nuit précédente. Elle n'en dit rien à personne. Le bureau de Camille était dans l'open space des ressources humaines. 6 postes de travail organisés autour d'une imprimante centrale qui coinçait 1 fois sur 3 et d'une plante verte dont personne ne connaissait le nom scientifique, mais que tout le monde arrosait par rotation informelle. Elle avait une fenêtre sur sa gauche, vue sur le parvis de la Défense, avec ses lignes géométriques et ses tours qui se ressemblaient toutes assez pour donner l'impression que l'architecture commerciale avait renoncé à l'individualité. Par temps clair, on voyait Montmartre au loin. Camille n'avait pas regardé Montmartre depuis des mois. Ses collègues savaient, évidemment qu'ils savaient, dans un bureau de 120 personnes, les nouvelles du week-end circulaient le lundi matin avec une efficacité que les processus internes n'atteignaient jamais. Elle le vit dans la façon dont Sandra, la responsable paix, lui fit un sourire légèrement trop doux en passant. Dans la façon dont Marc, du service juridique, évita ostensiblement son regard. Dans la façon dont Nadia, sa voisine de bureau et amie la plus proche au sein de l'entreprise, posa une main brève sur son épaule en murmurant « si tu veux parler » sans attendre de réponse, parce que Nadia connaissait Camille assez bien pour savoir que la réponse serait non, du moins pas maintenant. Camille traita ses 43 mails en 2 heures et 14 minutes. Elle convoqua ensuite les entretiens de la semaine, 3 postes de chargé de clientèle, un poste de contrôleur de gestion junior, 2 remplacements en logistique. Elle vérifia les dossiers de candidature,
recoupa les compétences avec les fiches de poste, nota les points de vigilance pour chaque profil. Elle le faisait avec une précision que certains de ses collègues qualifiaient de méthodique et d'autres, moins bienveillants, de maniaque. Elle appelait ça du sérieux. Les gens qui n'avaient jamais eu à prouver leur place ne comprenaient pas toujours la différence. À 13 heures, elle mangea seule à son bureau. Une salade de lentilles préparée la veille, avec un yaourt et une clémentine. Elle mangea en lisant un rapport sur le taux de rétention des embauches de l'année précédente. Le rapport était dense et légèrement décourageant. Elle prit des notes dans la marge. C'est ce jour-là qu'Antoine Moreau descendit pour la première fois depuis longtemps au 14e étage, sans rendez-vous préalable. Il arriva à 14h40, traversa l'open space avec cette démarche particulière des gens en position d'autorité qui ont appris à se déplacer sans créer d'agitation inutile. Pas lente, pas rapide, simplement calibrée. Il avait un dossier sous le bras. Il s'arrêta devant le bureau de la responsable du service, Isabelle Renard, lui dit 2 phrases à voix basse, prit connaissance d'un document qu'elle lui tendit, le signa, le rendit. 30 secondes, pas plus. Puis, en repartant, son regard passa sur l'open space avec ce balayage discret de quelqu'un qui vérifie sans paraître chercher. Il croisa le regard de Camille. Camille ne baissa pas les yeux. Elle n'avait aucune raison de le faire, et une raison solide de ne pas le faire. Elle était chez elle, ici, dans ce bureau, à ce poste. Et si quelque chose avait changé entre le vendredi précédent et ce lundi, ce n'était certainement pas sa légitimité professionnelle. Antoine hocha la tête brièvement. Le genre de hochement qui dit « Je vois que vous êtes là, je vois que vous allez bien. Je ne dis rien de plus parce que vous n'avez pas besoin que je dise plus. » Elle hocha la tête en retour. Il repartit vers l'ascenseur. Nadia, sans lever les yeux de son écran, murmura « C'est la première fois que je le vois descendre ici depuis la réunion de bilan de janvier. » Camille ne répondit pas et rouvrit son rapport sur la rétention. Les jours suivants s'enchaînèrent avec cette régularité légèrement hypnotique que Camille avait toujours su imposer à sa vie quand tout le reste menaçait de déraper. Elle se levait à 6h15 dans son appartement de 42 mètres carrés à Saint-Denis. Chambre, séjour cuisine, salle de bain avec une fenêtre trop petite qui donnait sur un mur de crépi gris. Elle préparait le café pour elle et pour sa mère, qui dormait dans la chambre et dont la tension artérielle exigeait un réveil calme, sans bruit brusque, avec le médicament pris avant toute chose. Elle prenait le RER B jusqu'à la Défense, debout la plupart du temps, avec son sac serré entre les pieds et un livre dans les mains. Zola, ce mois-ci, Germinal, qu'elle avait commencé et arrêté 3 fois depuis l'été. Elle ne relut jamais le message de Julien. Elle n'en envoya pas d'autres. Elle avait bloqué son numéro le dimanche soir avec la même efficacité administrative qu'elle appliquait à supprimer un dossier périmé. La douleur était là, bien sûr. Elle était là le matin quand elle faisait le café pour 2 au lieu de 3, parce que Julien était censé emménager après le mariage. Elle était là quand elle vit le dépôt de caution du traiteur prélevé et perdu, les 87 € de la fleuriste non remboursables, les 240 € de la robe qui ne servirait plus. Elle était là la nuit, dans ces 3 heures de sommeil léger, où le cerveau refait les séquences en cherchant le moment exact où elle aurait dû voir. Mais Camille Martin avait grandi dans une famille où les émotions se portaient à l'intérieur et les responsabilités à l'extérieur. Et elle savait faire la différence entre ce qu'on ressent et ce qu'on montre. Elle montrait le travail. Elle gardait le reste pour le soir. Ce fut lors de la 3e semaine que les choses changèrent légèrement de texture. Un mardi matin, elle trouva sur son bureau, posé là, sans note, sans signature visible, un rapport d'analyse comparative sur les pratiques de recrutement dans le secteur logistique édité par une cabinet de conseil parisien. C'était exactement le type de document qu'elle cherchait depuis 2 mois pour étayer une proposition d'évolution des processus qu'elle préparait depuis longtemps, mais n'avait jamais eu le temps de formaliser. Le rapport n'était pas en circulation interne. Il coûtait à l'unité environ 300 €. Elle interrogea Nadia du regard. Nadia haussa les épaules avec un sourire imperceptible. Camille feuilleta le rapport, prit note de l'éditeur, réfléchit 30 secondes
et le rangea dans son tiroir sans chercher davantage à en identifier la provenance. Elle avait une théorie, mais n'avait aucune envie de la formuler à voix haute, parce que la formuler aurait impliqué d'y accorder une signification qu'elle n'était pas encore prête à envisager. Puis vint le jeudi de la 3e semaine. À 11h45, son téléphone de bureau sonna. C'était la secrétaire de direction. « Monsieur Moreau vous demande si vous seriez disponible pour déjeuner aujourd'hui, Madame Martin. Il précise que c'est informel et que vous pouvez décliner sans aucun problème. » Camille tint le combiné en silence pendant 5 secondes. « À quelle heure ?»« Il propose 12h30. »« D'accord. » Elle raccrocha et regarda son écran sans vraiment lire ce qui s'y affichait pendant environ 40 secondes. Puis elle rouvrit son dossier de candidature et finit de préparer l'entretien de l'après-midi. À 12h25, Antoine l'attendait dans le hall du rez-de-chaussée, sans voiture, avec chauffeur, sans réservation dans l'un des restaurants panoramiques du quartier d'affaires où les directeurs de la Moreau Logistique avaient leurs habitudes et leurs tables attitrées. Il avait les mains dans les poches et regardait la circulation sur le parvis. « Je connais un endroit à Barbès, » dit-il quand elle le rejoignit. « Si ça vous convient. » Elle le regarda une demi-seconde. « Barbès. Un bistrot, pas d'esbrouf. » D'accord. Ils prirent le métro, ligne 13, direction Saint-Denis, descente à Château-Rouge. Antoine Moreau, PDG d'une entreprise à 240 millions d'euros de chiffre d'affaires, prit le métro parisien à l'heure du déjeuner sans que cela parût lui poser le moindre problème. Il n'avait pas de téléphone en main. Il regarda les publicités dans la rame avec le même intérêt distrait qu'on porte aux choses qui ne vous appartiennent pas, mais font partie du paysage. Camille observa ça sans commentaire. Le bistrot s'appelait Chez Marcel et était exactement ce que le nom promettait. Une salle basse de plafond avec des tables en bois, une ardoise illisible au-dessus du comptoir, du piaf en fond sonore, décidément, et une odeur de beurre chaud et de viande grillée qui imprégnait les murs depuis des décennies. 3 tables étaient occupées par des habitués visibles à leur façon de ne pas regarder le menu. Une serveuse d'une 50aine d'années les installa sans cérémonie à une table en fond de salle. « Le steak frites est excellent ici », dit Antoine en ouvrant la carte plastifiée. « Je prends ça aussi. »« Qu'est-ce que vous voulez boire ?»« Une orangina. » Il commanda 2 steaks frites et 2 oranginas, avec la concision d'un homme qui n'a plus besoin de performer aux yeux des serveurs depuis longtemps. La serveuse nota sans lever la tête et repartit vers le comptoir. Il y eut un silence, pas inconfortable, plutôt le genre de silence qui existe entre 2 personnes qui n'ont pas encore trouvé le premier mot juste, mais ne sont pas pressées de le trouver pour de mauvaises raisons. Dehors, le boulevard Barbès déroulait son brouhaha habituel. Klaxons, appels en plusieurs langues, un vendeur de téléphone portable sur le trottoir d'en face, 2 femmes en djellaba portant des sacs volumineuses avec cette force tranquille des gens habitués aux charges lourdes. « Comment vous allez ?» dit Antoine. Ce n'était pas la question passe-partout. Le ton le distinguait. C'était une vraie question, posée avec la précision de quelqu'un qui accepte une vraie réponse. Camille posa les 2 mains à plat sur la table. « Correctement. Je dors mal, mais je travaille bien, donc l'équilibre se maintient. C'est une façon de fonctionner. C'est la mienne. » Il hocha la tête sans commenter davantage. L'orangina arriva. Le verre était givré, légèrement humide sur les bords, avec une rondelle d'orange en équilibre sur le rebord. Une attention décorative improbable dans ce type d'endroit qui fit sourire Camille malgré elle. « Pourquoi Barbès ?» demanda-t-elle. Antoine posa les coudes sur la table. Parce que les endroits où mes directeurs déjeunent ont des serveurs qui reconnaissent les visages et des voisins de table qui écoutent les conversations. Je n'avais pas envie de ça. Vous pensez à ça. Toujours. Il fit une pause. Ça vous dérange? Non. Elle le regarda. Ça m'aurait dérangé si vous ne l'aviez pas mentionné. Le steak arriva, saignant avec des frites fines et croustillantes, dans un ravier en aluminium. Une noix de beurre maître d'hôtel fondant lentement sur la viande. L'odeur était directe, honnête, sans prétention. Camille prit sa fourchette et coupa dans le steak et la texture était exactement ce qu'elle devait être.
tendre, légèrement résistante, avec ce goût de grille qui ne s'imite pas. Elle mangea la première bouchée et ressentit quelque chose d'étrange, un plaisir simple, physique, qui n'était pas gâché par le contexte. C'était une bonne chose. Elle ne l'aurait pas cru possible 3 jours plus tôt. « Je voulais vous dire quelque chose », dit Antoine après un moment. Elle leva les yeux. Il prit le temps de choisir ses mots, ce tic de précision qu'elle commençait à reconnaître comme caractéristique de lui. « Il y a 2 mois environ, j'ai croisé Julien à un événement sectoriel. Une soirée networking, rien de formel. Il m'a reconnu. Vous lui aviez montré une photo de l'entreprise à un moment, apparemment. On a parlé peut-être 10 minutes. Il marqua une pause. Il m'a dit que les choses allaient se régler bientôt. Je n'ai pas compris sur le moment ce qu'il voulait dire. Ce n'est qu'après samedi que j'ai fait le lien. » Camille ne dit rien. Il avait donné sa démission 60 jours avant le mariage, sans vous en parler. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Peut-être qu'il pensait trouver autre chose rapidement, peut-être autre chose encore. Mais j'ai pensé que vous méritez de savoir que ce n'était pas quelque chose qui s'est décidé le samedi matin. Le silence qui suivit fut long. La serveuse passa avec un plateau sans regarder leur table. Dehors, un bus fit grincer ses freins pneumatiques avec une violence acoustique absurde. Camille posa sa fourchette. « Il m'avait dit qu'il cherchait, » dit-elle finalement d'une voix égale. « Je pensais qu'il cherchait un poste mieux payé. Il avait des entretiens, soi-disant. » Elle s'arrêta. « Ou pas. Peut-être que c'était les deux. Peut-être. » Elle reprit sa fourchette, coupa une frite en 2, la mangea, prit une longue inspiration par le nez. « La vraie question c'est, est-ce que ça change quelque chose ?» Antoine attendit. « Non, » dit-elle. Il a quand même décidé que partir par message le jour du mariage était une option acceptable. Ce détail-là, les 60 jours avant, ne le corrige pas. « Non, » dit-il, « il ne le corrige pas. » Elle le regarda. « Pourquoi vous l'avez quand même dit ?» Il répondit sans détourner les yeux, « Parce que vous passiez probablement les nuits à chercher ce que vous n'aviez pas vu. Et je savais une chose que vous ne saviez pas. C'était la seule chose juste à faire. » Camille Martin percevrait beaucoup plus tard que c'était ce moment précis. Pas l'église, pas la voiture, pas les 40 secondes de regard sur un lampadaire qui avait changé quelque chose. Pas un geste spectaculaire, juste un homme qui détenait une information inconfortable et avait choisi de la donner plutôt que de la garder, parce que la vérité lui paraissait plus utile que le confort. Elle mangea une autre bouchée de steak. Il en fit autant. « Et vous ?» dit-elle après un moment. « Comment ça s'est passé quand ça vous est arrivé ?» Antoine posa son couteau sur le bord de l'assiette avec un geste lent, comme si la question avait besoin d'un espace physique pour être reçue correctement. « 8 ans de mariage, » dit-il, avec quelqu'un que je pensais connaître. Il prit son verre d'orangina, but une gorgée, reposa le verre exactement à l'endroit où il était. Le problème avec les gens qu'on croit connaître, c'est qu'on finit par les voir à travers la version qu'on a construite d'eux. Pas eux, notre version. Et les deux peuvent diverger longtemps sans qu'on le remarque, parce qu'on ne regarde plus vraiment. On confirme. Camille écouta sans l'interrompre, pas par politesse, par attention réelle, cette façon qu'elle avait d'écouter que Antoine reconnut immédiatement pour ce qu'elle était, une rareté. Elle est partie avec mon associé de l'époque, quelqu'un avec qui j'avais monté la structure pendant 6 ans. Il dit cela sans emphase, sans le tremblement dans la voix des gens qui rejouent encore la scène. La distance était réelle, 5 ans avaient passé et il avait apparemment fait ce travail-là, le travail d'intégrer sans ruminer, ou du moins d'avoir appris à tenir les deux ensemble sans que l'un détruise l'autre. Le plus difficile n'a pas été la trahison en elle-même. C'est ce qu'elle révélait, que j'avais passé ces 8 ans à gérer une entreprise, pas un mariage, que j'avais appliqué à ma vie personnelle les mêmes méthodes que professionnelles, optimisation, délégation, résultats mesurables, et qu'au bout du compte, je n'avais pas été vraiment présent pour quelqu'un qui, elle aussi, avait peut-être attendu plus que ce que je savais donner. Il fit une pause. Dehors, le boulevard continuait son bruit de fond, indifférent, vivant, constant. Je ne dis pas ça pour l'excuser. Ce qu'elle a fait reste ce qu'elle a fait.
Je dis juste que ce que j'ai appris de tout ça, c'est que l'absence peut être aussi dévastatrice que la trahison, et que parfois les deux sont liés. Camille le regarda un moment. Vous n'étiez pas obligé de me dire tout ça. Non. Vous l'avez dit quand même. Vous m'avez posé la question en attendant une vraie réponse. J'ai essayé d'en donner une. Quelque chose dans sa poitrine se déplaça légèrement. Pas un soulagement, pas exactement. Plutôt la sensation de trouver dans une pièce familière un détail qu'on n'avait jamais remarqué et qui change l'interprétation de toute la pièce. Elle avait travaillé 2 ans à quelques étages de cet homme, traité ses décisions comme des données contextuelles. Moreau veut les chiffres vendredi, Moreau a validé le budget de recrutement, Moreau a annulé la réunion de mercredi, sans jamais s'interroger sur ce qu'il y avait derrière la mécanique de la direction. Les PDG étaient des archétypes avant d'être des gens, dans les représentations qu'on se forge au 14e étage d'une tour de la Défense. Celui-là était un homme qui mangeait des steaks frites à Barbès et répondait aux vraies questions avec de vraies réponses. Elle prit sa dernière frite, la mangea, reposa sa fourchette. « J'ai financé ma formation professionnelle moi-même », dit-elle. Ce n'était pas une réponse directe à quoi que ce soit. C'était simplement quelque chose qui était venu, comme viennent les choses quand on est avec quelqu'un qui a dit une vérité et qu'on sent que la réciprocité n'est pas une obligation mais une possibilité. Après le bac, mes parents n'avaient pas les moyens de payer des études. Mon père était parti depuis longtemps. Ma mère faisait des ménages dans des bureaux du 8e. J'ai travaillé 3 ans dans la restauration le soir et le week-end pour payer mon BTS, puis ma licence pro. J'ai mis 7 ans à avoir le poste que j'ai maintenant. Elle ne disait pas ça pour obtenir de la compassion. Son ton était celui d'un état des lieux, factuel, sans appel à la pitié. 7 ans, dit Antoine, 7 ans. Il hocha lentement la tête. Pas ce hochement réflexe qui signifie « j'entends sans vraiment écouter », celui de quelqu'un qui reçoit une information et lui accorde le poids qu'elle mérite. « Et Julien », dit-il prudemment, « dans tout ça ». Camille prit une longue inspiration. Julien était quelqu'un qui avait l'air de comprendre d'où je venais. Il avait grandi dans une famille sans beaucoup d'argent aussi, il disait. On avait le même vocabulaire de la débrouille. Les fins de mois comptés, le refus de gaspiller, la fierté du fait maison. Elle s'arrêta. Mais je crois que lui avait décidé que cette période était terminée, que maintenant c'était à la vie de lui rembourser. Et moi j'étais encore dans la phase où on construit. Elle regarda la table. On n'était pas au même endroit sur la ligne. Et vous ne le saviez pas. Non, ou peut-être que je ne voulais pas le savoir, ce qui n'est pas la même chose, mais revient au même résultat. Antoine ne dit pas « vous n'êtes pas responsable de ça, ni vous aviez confiance, c'est normal ». Il dit « c'est honnête de faire cette distinction ». Et c'était exactement le bon mot. Pas la consolation, la reconnaissance de la lucidité. Ils restèrent encore 20 minutes chez Marcel après avoir fini de manger, les assiettes débarrassées, les verres vides, la salle qui se vidait progressivement des habitués du déjeuner. La serveuse leur apporta 2 cafés qu'ils n'avaient pas commandés, avec ce geste souverain des bistrots parisiens qui considèrent que l'addition se règle quand on est prêt et pas avant. Camille but le sien sucré, 2 morceaux, Antoine le sien sans rien. Le café était fort et légèrement amer, le genre qui réveille vraiment. Et dehors, la lumière de novembre s'était légèrement adoucie avec l'approche de l'après-midi. En remontant vers la Défense, métro à nouveau, ligne 13, debout cette fois parce que la rame était plus chargée, Camille pensa à quelque chose et le dit sans avoir prévu de le dire. « Pourquoi vous êtes allé à Barbès ?» Antoine mit quelques secondes. « Parce que c'est votre quartier. J'ai pensé que vous vous sentiriez à l'aise. » Elle le regarda de côté. « Vous saviez que j'habitais par là. Vos fiches de transport dans les notes de frais passent par ma validation finale. Saint-Denis, zone 3. » C'était une explication logistique parfaitement recevable. Pourtant, elle porta quelque chose de plus, l'attention portée à un détail administratif ordinaire que la plupart des directeurs signaient sans lire. Elle ne dit rien de plus.
La rame freina à Château d'Eau. Un groupe de lycéens entra bruyamment. La conversation cessa naturellement comme cessent les conversations qui ont dit ce qu'elles avaient à dire. Ce déjeuner resta entre eux. Ni Camille ni Antoine n'en firent mention au bureau dans les jours qui suivirent. Pas par dissimulation, par instinct commun que certaines choses ont besoin d'exister d'abord pour elles-mêmes, avant d'être nommées ou catégorisées. Mais les jours qui suivirent n'étaient plus tout à fait les mêmes. Camille le remarqua dans des détails qu'elle s'efforçait de ne pas surinterpréter. Un mail de sa part, répondant à une proposition d'amélioration du processus d'onboarding qu'elle avait envoyé à Isabelle Renard 6 semaines auparavant et qui dormait depuis dans une boîte de validation. Proposition pertinente à mettre en œuvre dès Q1. AM 2 lignes, aucune fioriture. Mais le mail avait été traité le soir à 22h30, ce qu'indiquait l'horodatage, ce qui signifiait qu'il l'avait relu et l'avait traité depuis chez lui, après sa journée, à une heure où les dirigeants traitent les dossiers qui les intéressent vraiment. Elle nota mentalement. Elle ne conclut rien, elle attendit. Il y eut ensuite un mardi de la 4e semaine, où elle travaillait encore à 19h passées. Un dossier de recrutement urgent pour un poste de directeur régional que le DG de Lyon voulait boucler avant la fin du mois. L'open space était presque vide. Le néon du fond avait un défaut intermittent qui faisait un bruit de clic léger toutes les 8 secondes environ. Elle avait compté involontairement parce que son cerveau cherchait une régularité à laquelle s'accrocher quand la fatigue commençait à éroder la concentration. Elle entendit l'ascenseur s'ouvrir. Antoine traversa l'open space avec sa veste sur le bras. Il rentrait apparemment, ou du moins sortait de l'étage direction. Il s'arrêta en la voyant. « Le dossier Lyon ?» dit-il. « Oui, ça peut attendre demain. Mathieu le veut pour jeudi matin. Mathieu peut attendre vendredi. » Elle leva les yeux. « Vous allez lui dire ça. »« Je le lui ai déjà dit il y a 1 heure. » Elle s'arrêta. « Ah !» Il y eut un silence de quelques secondes. Antoine ne semblait pas pressé de reprendre sa marche vers la sortie. « Vous êtes toujours la dernière à partir les soirs de crise, » dit-il. Ce n'était pas un reproche ni un compliment. C'était une observation, posée là, avec soin. « C'est mon travail. »« Non, c'est au-delà de votre travail. Il y a une différence. » Elle ne répondit pas immédiatement. Le néon fit son clic, 8 secondes, un autre clic. « J'ai besoin de sentir que les choses sont en ordre, » dit-elle finalement. Quand tout le reste déraille, le travail tient. C'est ma façon de tenir debout. Il hocha la tête, lentement. Je comprends ça mieux que vous ne le pensez. Ils se regardèrent un moment, pas longtemps, 2 ou 3 secondes, mais avec cette qualité d'attention particulière qui transforme une durée ordinaire en quelque chose de plus chargé. Camille perçut quelque chose qu'elle n'avait encore ni envie ni espace de nommer. « Rentrez, dit-il, le dossier Lyon sera là demain. Je finis ce paragraphe et je ferme. » Il esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire, pas entier, juste les coins de la bouche, le genre de sourire qu'on laisse passer sans décider de le montrer. « Bonsoir, Madame Martin. »« Bonsoir. » Il repartit vers l'ascenseur. Elle entendit les portes s'ouvrir puis se refermer. Le néon fit son clic. Elle regarda son écran sans lire pendant environ 20 secondes. Puis, elle ferma le dossier Lyon, éteignit son ordinateur, prit son sac et son manteau et sortit. Dans le RER B, debout entre une femme qui écoutait de la musique trop fort dans ses écouteurs et un homme endormi contre la vitre, Camille Martin ouvrit Germinal à la page 143 et essaya de lire. Elle réussit à lire 2 pages avant de s'apercevoir qu'elle ne savait plus du tout ce qui s'était passé dans les 2 pages précédentes. Elle referma le livre. Elle regarda les lumières du tunnel défiler dans la vitre noire. Elle ne pensa à rien de précis, mais quelque chose en elle, dans cette région vague entre la gorge et la poitrine, où les choses se forment avant d'avoir de nom, avait légèrement changé de forme. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore. C'était plutôt l'espace dans lequel l'espoir pourrait éventuellement tenir s'il décidait un jour de se montrer. Elle descendit à Saint-Denis à 20h16.
Le ciel était noir et propre, sans nuages, avec quelques étoiles visibles malgré la pollution lumineuse. Phénomène rare au-dessus de la banlieue nord de Paris qui méritait d'être remarqué. Elle le remarqua. En poussant la porte de l'appartement, elle fut accueillie par l'odeur du dîner. Sa mère avait fait une soupe de poireaux pommes de terre, épaisse, avec du beurre fondu en surface et du pain de campagne sorti du four à bonne heure. La télévision était allumée sur une émission de cuisine que sa mère regardait sans vraiment regarder, le son bas, les lunettes sur le bout du nez. « T'as mangé ?» dit sa mère sans se retourner. « Pas encore. » Soupe sur le feu. Camille posa son sac, accrocha son manteau, alla se laver les mains dans la salle de bain et revint dans la cuisine. Elle servit 2 bols. Un pour elle, un pour sa mère qui avait déjà dîné mais reprendrait de toute façon. Elle coupa le pain en tranches épaisses. Elle s'assit à la table en formica blanc avec sa soupe chaude et son pain et le bruit bas de la télévision et la présence silencieuse de sa mère dans le canapé. Peu la primera vez depuis le samedi de l'église, depuis les 40 secondes devant le lampadaire, depuis la voiture garée rue de l'Égalité, depuis les larmes qui avaient coulé sans bruit. Camille sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pas beaucoup. Juste assez pour que la soupe ait un goût réel, que le pain ait une texture, que le bruit de la télévision soit réconfortant plutôt qu'indifférent. Elle mangea. Le conseil de direction de la Moreau Logistique SA se réunissait le premier jeudi de chaque mois au 18e étage, dans une salle aux murs entièrement vitrés qui donnait sur Paris dans toutes les directions, la Tour Eiffel au sud-ouest, Montmartre au nord et par temps clair, cette ligne douce des collines de l'Île-de-France qui rappelait que la ville avait des bords, même quand on ne les voyait pas. Antoine avait fait installer cette salle 10 ans auparavant, lors du dernier aménagement des bureaux, avec l'idée que les décisions importantes devaient être prises avec de la perspective, littéralement. Ce jeudi-là, la réunion se termina à 18h40. 2 directeurs restèrent après que les autres eurent quitté la salle. Bernard Leclerc, directeur des opérations, 62 ans, présent dans l'entreprise depuis l'époque du père d'Antoine, et François Vidal, directeur administratif et financier, 55 ans, actionnaire minoritaire depuis la recapitalisation de 2019. Les 2 hommes les plus anciens du Conseil. Les 2 hommes dont la mémoire institutionnelle couvrait 3 décennies de décisions de la Moreau. Antoine le sut au moment où ils restèrent assis au lieu de ramasser leur dossier. Ce genre de prolongation non prévue avait toujours un sujet. Bernard prit la parole en premier. Par habitude d'ancienneté, par droit de ton, par cette façon particulière qu'ont les gens qui ont regardé vieillir une entreprise, de penser qu'ils en connaissent les besoins mieux que quiconque. « Il y a des bruits qui circulent, Antoine. » Antoine reposa son stylo sur la table. « Quel genre de bruit ?»« Le genre qui concerne une employée du 14e étage. » Bernard dit cela sans détour, sans le voile rhétorique des précautions oratoires. C'était peut-être sa qualité principale, et ce soir-là, sa limite. On t'a vu à Barbès, on t'a vu descendre au 14e un lundi après-midi, les gens parlent. Les gens parlent toujours. Ici, les gens parlent à des gens qui parlent à des actionnaires, dit François, plus doucement, mais avec la même direction. Tu comprends la distinction ? Antoine les regarda alternativement. La lumière de fin de journée dans la salle était orange et longue, projetant des ombres étirées sur la table en verre. Dehors, Paris s'allumait progressivement, ce mouvement lent et régulier des fenêtres qui s'éclairent, étage par étage, immeuble par immeuble, comme une respiration de ville. « Qu'est-ce que vous proposez ?» dit Antoine. Bernard posa les mains sur la table. Un transfert volontaire à Lyon. Le poste de chargé de développement RH que Mathieu cherche à pourvoir est parfaitement adapté à son profil. Promotion, augmentation. Présenté correctement, ça passerait bien. Le silence qui suivit fut de ceux qui occupent vraiment l'espace. Antoine prit son stylo, le fit tourner une fois entre ses doigts, tic de réflexion qu'il avait depuis l'université et n'avait jamais corrigé, et le reposa. « Et si je dis non ? On te demande d'être raisonnable, dit François.
Je vous entends. Il se leva. Bonne soirée à vous deux. Il sortit de la salle, sans élever la voix, sans claquer de porte, sans aucun des gestes théâtraux que la situation aurait peut-être autorisés. Il traversa le couloir du 18e, entra dans son bureau, ferma la porte et resta debout devant la fenêtre pendant 7 minutes, à regarder Paris continuer à s'allumer. Puis, il appela son avocat. Ce que ni Bernard ni François ne surent ce soir-là, et ne surent d'ailleurs pas avant plusieurs semaines, c'est que la conversation avec l'avocat dura 40 minutes et porta sur un seul sujet: la rédaction d'un protocole formel de gestion des relations personnelles entre membres du personnel de la Moreau-Logistique, juridiquement structuré, applicable sans exception de niveau hiérarchique, transparent dans ses mécanismes et conforme au droit du travail français dans ses moindres détails. Antoine dicta les grandes lignes avec la précision de quelqu'un qui avait réfléchi à la question depuis plusieurs jours déjà. Ce que Camille sut, elle, ce fut différent, et ce fut le lendemain matin. Elle arrivait de l'ascenseur quand Nadia l'intercepta, avant même qu'elle atteigne son bureau, avec ce visage de quelqu'un qui détient une information brûlante et a attendu toute la nuit pour la délivrer. « Il y a eu quelque chose hier soir après le conseil », dit Nadia à voix basse, la main sur le bras de Camille. « Leclerc et Vidal ont parlé à Moreau. D'après ce que j'ai entendu, et je tiens ça de la secrétaire de Leclerc, ils ont proposé de t'envoyer à Lyon. » Camille s'arrêta. « Lyon » répéta-t-elle. Le mot avait un poids spécifique et elle le mesurait. Poste de développement RH, soi-disant une promotion. Elle fit les 3 mètres qui la séparèrent de son bureau, posa son sac, s'assit. Elle regarda son écran éteint pendant environ 15 secondes, temps court en apparence, mais suffisant pour que quelque chose en elle se solidifie autour d'une décision qui, à bien y réfléchir, était déjà prise, avant même qu'elle s'assoie. Elle ouvrit le tiroir du bas, prit une feuille, ouvrit un document sur son ordinateur. En 22 minutes, elle rédigea sa lettre de démission. Ce n'était pas une décision émotionnelle, c'était une décision de dignité, claire, sobre, fondée sur une lecture précise de la situation. Elle ne voulait pas être une complication. Elle n'avait jamais voulu être un problème pour une structure que des gens avaient mis 15 ans à construire. Et si sa présence devenait un facteur de tension dans un conseil de direction, alors la solution logique et propre était d'ôter ce facteur. Elle aimait son travail. Elle aimait ce qu'elle faisait au quotidien, la précision des processus, les candidats qu'elle accompagnait avec sérieux, les 47 postes qu'elle avait pourvus l'année précédente avec un taux de rétention à 6 mois de 82%, le meilleur de l'entreprise. Mais aucun travail ne valait qu'une personne devienne, par sa seule existence, une source de friction institutionnelle. Elle imprima la lettre, la relut une fois, la glissa dans une enveloppe. À 11h30, elle prit l'ascenseur jusqu'au 18e étage. La secrétaire de direction la fit patienter 3 minutes. Antoine était au téléphone. Camille attendit debout dans le couloir, l'enveloppe dans la main, le dos droit, le visage neutre. Pas tendu. Neutre. Il y avait une différence. La secrétaire fit signe. Elle entra. Le bureau d'Antoine donnait sur le sud-ouest, la tour Eiffel partant dégagée, ce matin-là légèrement voilée par une brume basse, mais reconnaissable à sa silhouette. La pièce était ordonnée avec cette sobriété des espaces de travail qui appartiennent à des gens dont l'autorité n'a pas besoin d'être démontrée par la décoration. Pas de trophées, pas de photos encadrées de poignées de main avec des personnalités, un seul cadre sur le bureau montrant ce qui ressemblait à une côte bretonne photographiée en noir et blanc. Antoine était debout quand elle entra. Il ne s'était pas rassis après son appel. Camille posa l'enveloppe sur le bureau. « J'ai entendu ce qui s'est passé hier soir au conseil. Vous avez construit cette entreprise en 15 ans. Je ne vais pas être une source de complications. » Il regarda l'enveloppe, la prit, la soupesa un instant dans sa main, comme on soupèse quelque chose dont le poids réel n'est pas physique. Puis il la plia en deux, lentement, avec soin, et la rendit.
Ce papier n'a pas de valeur, dit-il. Sa voix était ferme mais sans dureté, la fermeté des décisions prises et examinées, pas des réactions. Mais il y a quelque chose que je veux que vous sachiez. Il fit une pause. Rien de ce que je ressens pour vous n'est né de ce samedi à l'église. Ce matin-là, j'ai fait ce qui me semblait juste dans l'instant. C'est tout. Il la regarda. Je vous voyais depuis longtemps. Je savais depuis longtemps que vous étiez la personne la plus rigoureuse de ce 14e étage. Je savais depuis longtemps que vous étiez la dernière à partir les soirs de crise et la première à avoir les dossiers à jour le lendemain matin. Je ne savais pas que c'était autre chose, jusqu'à ce que je le sache. Camille resta debout sans bouger, l'enveloppe pliée dans sa main. « Antoine », dit-elle, première fois qu'elle utilisait son prénom sans le précéder d'un titre, et ils le notèrent tous les deux sans le commenter. « Je suis assistante RH. Vous avez 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de structure réelle. » Je sais. Il ne détourna pas le regard. C'est pour ça que je vous demande. Je ne décide pas. Elle le regarda longuement. Dehors, un avion traversait le ciel de la Défense, en laissant une traînée blanche fine et nette qui commençait déjà à se dissoudre dans la brume. Elle le suivit des yeux, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être parce que son cerveau avait besoin d'un point fixe extérieur pendant que l'intérieur calculait quelque chose de difficile à calculer. « Ce n'est pas simple, dit-elle finalement. « Non, je sais que ce n'est pas simple. » Et Leclerc et Vidal. Il fit un geste bref de la main, pas d'impatience, de clarté. « J'ai appelé mon avocat hier soir. Il y aura un protocole formel présenté au Conseil la semaine prochaine. Transparent, structuré, applicable sans exception. Pas pour contourner quoi que ce soit. Pour que tout soit fait dans les règles, parce que vous méritez que les règles existent et soient respectées. Et s'ils résistent, ils résisteront probablement. Et je ne vacillerai pas. » C'était dit sans théâtralité, sans la tension des grandes déclarations. C'était dit comme on dit les faits, avec cette économie de mots des personnes qui ont l'habitude de porter ce qu'ils annoncent. Camille perçut que c'était vrai. Pas parce qu'elle avait besoin de le croire, mais parce qu'elle l'avait observé pendant 2 ans prendre des décisions difficiles sans s'effondrer dessus. Et elle connaissait la différence entre ce qui est dit pour impressionner et ce qui est dit parce que c'est déjà résolu intérieurement. « J'ai besoin de temps, » dit-elle. « Autant qu'il vous faut. Je ne fais pas les choses vite, je sais. Et je ne fais pas les choses à moitié non plus. Je sais ça aussi. » Elle regarda l'enveloppe pliée dans sa main une dernière fois, puis la mit dans la poche de sa veste. « Je reprends mon poste. »« Bien. » Elle se retourna vers la porte, s'arrêta avec la main sur la poignée. « Le rapport sur les pratiques de recrutement que j'ai trouvé sur mon bureau il y a 2 semaines. »« Oui, c'était vous. Ce n'était pas une question. » Il ne répondit pas comme si c'en était une. « Le cabinet produit d'excellentes analyses. Je pensais que vous l'utiliseriez mieux que quiconque ici. » Elle hocha la tête sans se retourner. « Merci. » De rien. Elle sortit. Dans l'ascenseur qui la ramenait au 14e, elle tint le bouton du niveau enfoncé plus longtemps que nécessaire. Réflexe mécanique de quelqu'un dont la main cherche une résistance physique pendant que la tête traite ce qui vient de se passer. Les portes s'ouvrirent. Elle traversa l'open space, s'assit à son bureau, alluma son ordinateur. Nadia leva les yeux. « Je reste, » dit Camille simplement. Nadia hocha la tête une seule fois et se retourna vers son écran, sans poser d'autres questions. C'était ce qu'il y avait de bien avec Nadia. La semaine suivante, Antoine présenta le protocole au Conseil. Le document faisait 11 pages. Il définissait les conditions dans lesquelles une relation personnelle entre 2 membres du personnel, quel que soit le niveau hiérarchique, pouvait exister dans le cadre de l'entreprise sans constituer un conflit d'intérêts. Déclaration volontaire auprès de la direction des ressources humaines externes, reconfiguration des lignes de reporting direct si nécessaire, évaluation de performance confiée à un tiers indépendant pour la personne de niveau inférieur, sans exception possible invoquée par la direction. Antoine l'avait rédigé en pensant à l'équité,
pas à la protection de sa propre position, à l'équité. Bernard Leclerc dit que c'était excessif. François Vidal dit que ça créait un précédent inconfortable. 3 autres membres du Conseil dirent que le protocole était juridiquement solide et que son existence même protégeait l'entreprise mieux que son absence. La résolution fut adoptée à 5 voix contre 2. Antoine ne dit rien après le vote. Il referma son dossier, remercia les membres présents et leva la séance avec 10 minutes d'avance. Ce soir-là, il ne rentra pas directement chez lui. Il marcha, chose qu'il faisait rarement, ou plutôt chose qu'il avait cessé de faire depuis longtemps et recommençait maintenant, sans avoir décidé de recommencer, simplement parce que ses jambes l'y portaient. Il marcha de la Défense jusqu'au pont de Neuilly, puis le long de la Seine jusqu'au Trocadéro, dans le froid sec de novembre, les mains dans les poches de son manteau, le col relevé, avec le bruit du fleuve à sa gauche et les lumières de Paris à sa droite. Il pensa à Camille. Il pensa à la façon dont elle avait posé l'enveloppe sur son bureau sans trembler. Il pensa à la façon dont elle avait dit « Je ne fais pas les choses à moitié » avec cette voix factuelle qui rendait la phrase 2 fois plus vraie que si elle avait été dite avec emphase. Il pensa, pour la première fois depuis 5 ans, que la solitude n'était pas une condition permanente, qu'elle avait été un choix. Le choix de ne pas risquer à nouveau ce qu'il avait perdu, enveloppé dans la rationalisation du travail et des chiffres et des réunions à 18 heures. Que ce choix avait eu un coût qu'il avait appris à ne plus calculer parce que le calculer devenait insupportable. Il s'arrêta au milieu du pont de Bir Hakeim. Le métro aérien passa au-dessus de lui dans un grondement métallique et lumineux, ce son de Paris qui n'existe nulle part ailleurs, cette façon qu'a la ville de superposer ses couches de mouvement sans que l'une efface l'autre. En dessous, la Seine était noire et lisse, reflétant les quais en traits déformés par le courant. Il resta là environ 3 minutes. Puis il rentra chez lui, un appartement du 16e, vaste et silencieux, avec des livres sur tous les murs et une cuisine rarement utilisée, et des fenêtres sur un jardin intérieur que personne ne regardait vraiment. Il accrocha son manteau, se fit un thé, s'assit à la table de la cuisine avec la tasse entre les 2 mains. L'appartement était propre, ordonné, fonctionnel, et parfaitement vide de toute chaleur humaine. Il but son thé, et alla se coucher. Les semaines qui suivirent eurent cette texture particulière, des périodes où quelque chose est en train de se construire sans qu'on lui en ait donné l'instruction explicite, comme une lumière qui monte progressivement et qu'on ne remarque vraiment qu'au moment où la pièce est déjà éclairée. Camille et Antoine ne se virent pas en dehors du cadre professionnel pendant les 3 semaines qui suivirent la réunion du conseil. Ce n'était pas de l'évitement. C'était une forme de respect mutuel, de la promesse implicite qu'elle avait faite en disant « j'ai besoin de temps » et qu'il avait accepté en disant « autant qu'il vous faut ». Mais les petites choses continuaient d'exister dans les interstices du quotidien de bureau, avec cette régularité discrète qui finit par composer un langage propre. Un vendredi matin, Camille trouva dans sa boîte mail interne un message d'Antoine transmettant, sans commentaire supplémentaire, un article d'une revue de gestion sur les nouvelles pratiques d'évaluation des compétences comportementales en recrutement. L'article était en anglais, long, dense, avec des données sur 80 entreprises européennes. Elle le lut en entier pendant son déjeuner, prit 5 pages de notes et rédigea dans l'après-midi une synthèse opérationnelle qu'elle envoya à Isabelle Renard en proposant 3 ajustements concrets au processus en place. Isabelle lui répondit en la remerciant et en lui demandant de présenter la synthèse lors de la prochaine réunion de service. Elle ne répondit pas à Antoine directement, mais elle sut qu'il saurait. Un mercredi de la semaine suivante, elle croisa Antoine dans le couloir du 14e. Il était là pour une réunion avec Isabelle, apparition légitime et documentée. Et ils échangèrent ce regard bref des personnes qui ont quelque chose à dire et ont choisi, ensemble et séparément, de ne pas encore le dire. Il y avait quelque chose de presque confortable dans cet accord tacite, quelque chose qui ressemblait à de la confiance dans le processus plutôt qu'à de la peur du résultat. Ce fut lors d'un jeudi soir de la 5e semaine que les choses changèrent de rythme.
Camille rentrait du travail. RER B. 20 heures passées. Le wagon moins chargé qu'à l'heure de pointe. La lumière blanche des néons de la rame projetant des visages fatigués sur des corps affalés dans les sièges. Elle avait son livre, toujours germinal, à la page 260 maintenant, ce qui représentait un progrès réel. Elle lisait depuis 3 stations quand son téléphone vibra. Un message d'Antoine. Court, sans préambule. Est-ce que vous accepteriez de marcher samedi matin? Pas de déjeuner, pas de bureau. Juste marcher. Parc de la Villette, si vous voulez. C'est proche de vous. Elle lut le message 2 fois. Le wagon s'arrêta à la plaine. Stade de France. 2 personnes montèrent. Les portes se refermèrent. Elle répondit « 10 heures. Entrée côté porte de Pantin. » Il répondit « Parfait. » Elle rangea son téléphone et rouvrit Germinal sans retrouver tout de suite la page. Le samedi matin était froid et net. Le genre de froid de novembre qui pique les joues mais rend le ciel propre, avec une lumière rasante qui fait briller les choses ordinaires comme si elles méritaient une attention particulière. Camille portait son manteau bordeaux, une écharpe en laine grise, des chaussures plates. Pas de talons, pas de tailleur. Elle-même, version week-end, version Saint-Denis, version réelle. Antoine était déjà là quand elle arriva. 2 minutes en avance sur 10 heures, ce qui voulait dire qu'il était arrivé encore avant. Il portait un manteau sombre, sans cravate, une écharpe marine. Il avait l'air de quelqu'un qui avait dormi correctement pour une fois, quelque chose de légèrement moins tendu dans les épaules, une présence plus posée que le port permanent d'autorité qu'il promenait dans les couloirs de la Défense. Ils marchèrent. Le parc de la Villette, un samedi matin, avait ce caractère particulier des espaces publics parisiens qui appartiennent vraiment à tout le monde. Des familles avec des poussettes doubles, des adolescents en capuche qui jouaient au foot sur la pelouse centrale malgré le froid, des personnes âgées marchant avec la régularité des habitudes de santé, des chiens en laisse tirant sur leurs propriétaires avec une urgence incompréhensible pour les humains. L'air sentait l'herbe humide et légèrement la fumée de quelque chose. Un stand de marron chaud plus loin sur l'allée, la vapeur montant en volutes blanches dans le froid. Ils marchèrent d'abord en silence. Pas un silence gêné, un silence habité, le silence de 2 personnes qui se sentent suffisamment à l'aise pour ne pas remplir l'air de mots inutiles. Leurs pas sur le gravier faisaient un bruit régulier et doux. À leur gauche, le canal de l'Ourcq réfléchissait le ciel en une surface grise et lisse, avec 2 canards qui naviguaient sans hâte vers le sud. « Comment va votre mère ?» dit Antoine après un moment. Camille tourna légèrement la tête. « Mieux, elle a changé de traitement en octobre. La tension est plus stable. » Elle fit une pause. « Elle voulait savoir qui vous étiez. Vous lui avez parlé de moi. Elle m'a posé des questions. » Petit sourire bref. Ma mère pose des questions comme d'autres respirent. C'est structurel. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous étiez quelqu'un de sérieux. Il laissa cela exister sans chercher à l'amplifier. Et votre sœur? Lucie finit sa 2e année d'infirmerie en juin. Elle fait ses stages à l'hôpital Lariboisière. Elle aime ça. Vraiment aime. Pas juste supporte. C'est une chance. Vous l'avez financée depuis combien de temps? 3 ans. Encore 1 an et demi. Elle dit ça simplement, sans le ton du sacrifice ni celui de la plainte, le ton des faits organisés autour d'une priorité choisie. Elle le sait. Elle dit qu'elle me remboursera. Je lui dis que non. Pourquoi non? Parce que ce n'est pas un prêt, c'est de la famille. Elle regarda droit devant elle. L'argent entre la famille, ça doit être donné ou pas du tout. Les comptes brouillent les liens. Antoine marcha quelques pas en silence. « Je n'ai pas de frère ou de sœur, dit-il. Enfant unique, mes parents sont morts. Mon père il y a 12 ans, ma mère il y a 4 ans. L'entreprise était la sienne à l'origine. Mon père l'a montée dans les années 80 avec 2 camions et un contrat de livraison pour une chaîne de supermarchés. » Camille l'écoutait. Quand il est mort, elle faisait 20 millions de chiffre d'affaires. J'ai repris à 32 ans avec l'idée que je lui devais de la faire grandir. Je l'ai fait grandir. Il marqua une pause. Je me suis demandé parfois si j'avais fait ça pour lui ou pour moi. Je n'ai toujours pas la réponse complète. Peut-être que ce sont les deux,
et que la distinction n'est pas nécessaire. Il la regarda de côté. C'est généreux comme lecture. C'est la lecture honnête. On fait rarement les choses pour une seule raison. Ils s'arrêtèrent devant le stand de marron chaud. L'homme derrière le chariot avait des gants en laine troués aux doigts et une écharpe remontée jusqu'aux yeux. Antoine acheta 2 cornets sans demander, geste naturel, sans calcul apparent. Il en tendit un à Camille. Elle le prit sans le faire payer d'un regard. Les marrons étaient brûlants et sucrés, avec cette texture farineuse et douce qui n'existait que l'hiver, dans ce froid, dans ce type de contexte précis. Camille en mangea un en soufflant dessus, et la vapeur se mêla au nuage blanc de son souffle dans l'air froid. « Je dois vous dire quelque chose, » dit Antoine en marchant à nouveau. « Je vous écoute. Le poste de gérant de développement organisationnel. Nous allons l'ouvrir au recrutement en janvier. » Il dit cela avec le soin de quelqu'un qui a pesé chaque mot. « Je ne vous en parle pas pour vous le proposer. Je vous en parle parce que c'est un poste pour lequel vous avez exactement les compétences requises, et que je veux que vous le sachiez avant que l'annonce soit publiée en interne. Pour que si vous postuliez parce que vous le souhaitez, pas parce qu'on vous l'a suggéré, pas par politesse, pas par autre chose. » Camille continua de marcher en silence pendant quelques mètres. « Le processus sera conduit par un cabinet externe, » continua-t-il. « J'ai demandé à ce que aucun membre de la direction interne n'ait accès aux évaluations avant le résultat final. Ce sera une décision de mérite. Vous avez fait ça pour que ça soit propre. Je l'ai fait parce que c'est la seule façon que vous pourrez accepter le résultat, quel qu'il soit, sans douter de sa légitimité. » Elle s'arrêta, se tourna vers lui. « Vous me connaissez bien, dit-elle, sans ironie, sans flatterie, comme un constat. Je vous observe depuis 2 ans, et je vous écoute depuis 5 semaines. » Il fit une pause. « C'est suffisant pour comprendre ce qui compte pour vous. » Elle le regarda un moment. Le froid sur ses joues, l'odeur des marrons dans l'air, le bruit lointain d'un enfant qui criait de joie quelque part sur la pelouse centrale. Un cri haut et pur qui n'avait rien à voir avec leur conversation, mais qui s'y mêla quand même, comme s'y mêle toujours la vie ordinaire au moment qui compte. « Je poserai ma candidature, » dit-elle, « si le poste correspond à ce que je veux faire. Lisez l'annonce et décidez vous-même. C'est ce que je ferai. » Ils reprirent leur marche. Le canal était à leur gauche maintenant. Les 2 canards avaient disparu. Une pédale à bateau rouge était amarrée à la rive, abandonnée pour l'hiver, sa peinture légèrement écaillée par les mois de pluie. « Antoine, » dit-elle après un moment. « Oui, ce que vous avez fait au conseil, le protocole, les 11 pages. C'était la bonne façon de faire les choses. Je sais, » elle regardait devant elle. « Ça ne m'a pas échappé que vous auriez pu trouver un arrangement plus simple, moins formel, quelque chose qui vous protège sans exposer votre position. Ce n'est pas ce que je voulais, je sais. » Elle fit une pause. « Je voulais juste le dire. » Ils marchèrent encore 40 minutes dans le parc, sans ordre particulier, suivant les allées selon la direction que les pieds prenaient naturellement. Ils parlèrent de livres. Elle lisait Zola et lui avait arrêté de lire de la fiction depuis des années, mais avait gardé tous ses livres parce qu'il n'arrivait pas à les donner. Ils parlèrent de Paris. Elle aimait le 19e et le 20e pour leur façon d'être une ville dans la ville. Lui avait grandi dans le 16e et gardait une relation complexe avec les arrondissements de l'Ouest. Trop lisse, trop prévisible. Ils parlèrent de cuisine. Elle faisait une blanquette de veau que sa mère lui avait apprise et qui prenait 3 heures, mais en valait chaque minute. Lui ne cuisinait presque plus depuis des années, mais faisait des œufs brouillés le dimanche matin avec une minutie disproportionnée. Ce n'étaient pas des informations importantes, c'était exactement pour ça que c'était important. À 12 moins le quart, ils s'arrêtèrent à l'entrée porte de Pantin où ils s'étaient retrouvés. La lumière avait changé. Plus haute maintenant, plus blanche, la brume du matin entièrement dissipée. On voyait loin. « Je rentre » dit Camille. « Bien sûr. » Un silence, pas inconfortable, dense de quelque chose qui n'avait pas encore de forme, mais commençait à en avoir les contours. « La semaine prochaine, » dit-elle.
sans précision supplémentaire, comme si la semaine prochaine était une destination convenue dont les détails n'avaient pas besoin d'être arrêtés maintenant. « La semaine prochaine », dit-il. Elle remonta son écharpe, hocha la tête et prit la direction du boulevard Serrurier. Il la regarda marcher pendant 2 secondes. Pas longtemps, juste le temps de noter la façon dont elle avançait, avec cette rectitude particulière des gens qui ont appris à tenir debout sous des charges que les autres ne voient pas. Puis il se retourna vers le parc et continua de marcher un moment seul, parce qu'il n'était pas encore prêt à rentrer dans l'appartement silencieux du 16e. Le mois de décembre arriva sur Paris avec cette brutalité douce qui lui était propre. Les illuminations des Champs-Élysées allumées dès le premier week-end, le froid qui descendait d'un cran supplémentaire chaque semaine, les marchés de Noël installés, place de la République et devant l'hôtel de ville, avec leurs odeurs de vin chaud et de pain d'épices qui flottaient jusqu'aux bouches de métro. La ville devenait légèrement différente d'elle-même en décembre, plus lumineuse en surface, plus pressée dans les rues, avec cette tension particulière des fins d'année qui mêlent bilan et projection, fatigue et anticipation. Camille lut l'annonce du poste de gérante de développement organisationnel le mardi matin, où elle fut publiée sur l'intranet de la Moreau Logistique. Elle la lut 2 fois, lentement, avec son café du matin encore chaud entre les mains. La fiche de poste était précise, exigeante, construite autour de compétences qu'elle possédait et d'autres qu'elle avait développées dans les marges de son poste actuel, sans jamais avoir eu le titre pour les exercer officiellement. Coordination des politiques de développement humain sur l'ensemble des sites, pilotage des référentiels de compétences, animation des partenariats avec les organismes de formation, supervision des processus d'évaluation annuels. Elle posa sa tasse. Sortit son carnet, le carnet à couverture noire qu'elle utilisait pour les réflexions qui méritaient le papier plutôt que l'écran, et écrivit pendant 20 minutes. Pas une liste de compétences à cocher. Une réflexion honnête sur ce qu'elle voulait faire vraiment, sur ce que ce poste signifiait dans la trajectoire qu'elle construisait depuis 7 ans, sur si la réponse qu'elle donnait était la sienne ou celle que les circonstances semblaient attendre d'elle. Au bout de 20 minutes, la réponse était claire. Elle voulait ce poste, pas parce qu'Antoine lui en avait parlé, pas parce que la situation entre eux rendait la candidature narrativement logique, parce que le poste correspondait exactement à la direction qu'elle avait commencé à dessiner dans ses notes de marge, dans ses rapports non sollicités, dans ses synthèses envoyées à Isabelle Renard depuis 18 mois, parce qu'elle avait les compétences. Et parce qu'elle avait décidé depuis longtemps qu'elle ne reculerait devant aucune opportunité légitime, par peur que sa légitimité soit questionnée. Elle envoya sa candidature le jeudi suivant, dossier complet, lettre de motivation de 2 pages, bilan de ses 87 recrutements avec indicateurs de rétention et données qualitatives, proposition d'orientation stratégique pour les 18 prochains mois. Elle le déposa dans le système du cabinet externe, sans en informer Antoine, sans même lui envoyer un message. Il n'avait pas à savoir avant les autres. Les entretiens se déroulèrent en janvier. 3 sessions avec 2 consultants du cabinet, sur des jours séparés, couvrant les compétences métiers, la capacité de pilotage transversal et ce que le cabinet appelait pudiquement l'intelligence relationnelle en contexte de tension organisationnelle. Ce dernier critère fit légèrement sourire Camille intérieurement. Elle avait des exemples récents et solides à fournir. Elle passa les entretiens comme elle faisait tout, avec précision, sans survendre, en disant exactement ce qu'elle savait faire et exactement ce qu'elle ne savait pas encore faire, mais savait comment apprendre. Elle avait toujours pensé que les gens qui bluffaient en entretien se créaient des problèmes différés. Un poste obtenu par excès de promesses est un poste dont on passera des années à rattraper l'écart. Le résultat arriva un vendredi matin de la 2e semaine de février. Un mail du cabinet externe adressé à Isabelle Renard, en copie à la direction générale. La candidate retenue pour le poste de gérante de développement organisationnel était Camille Martin, sur la base d'une évaluation unanime des 3 consultants ayant conduit le processus. Prise de poste recommandée au 1er mars, rémunération proposée,
4 200 € brut mensuels. Camille lut le mail sur son téléphone dans les toilettes du 14e étage, debout devant le miroir, à 8h43 du matin. 4 200 €, 2 350 € de plus que son salaire actuel. Elle regarda son reflet pendant environ 10 secondes, puis elle plia son téléphone, se lava les mains et retourna à son bureau. Nadia la regarda entrer avec l'œil aiguisé de quelqu'un qui connaît les micro-expressions d'une personne depuis 2 ans. « Bonne nouvelle ? » ?»« Très bonne nouvelle. »« Le poste ? » ?»« Le poste. » Nadia se leva, contourna son bureau et la prit dans ses bras sans cérémonie, l'étreinte brève et solide des amitiés qui n'ont pas besoin de faire de bruit pour être réelles. « Tu le méritais depuis longtemps. »« Je sais, » dit Camille. Et elle le dit sans fausse modestie, parce que la fausse modestie était une forme de mensonge, qu'elle n'avait plus d'énergie à entretenir. Ce soir-là, Antoine lui envoya un message à 19h15, l'horodatage d'un homme qui avait su le résultat dans la journée et avait attendu la fin des heures de bureau pour écrire, parce que la limite était la limite, même ce jour-là. Le cabinet m'a transmis le résultat ce matin. Félicitations, c'est mérité et c'est la décision juste. Bonne soirée. Elle lut le message dans le RER B, debout, avec Germinal fermé dans son sac, pour la première fois depuis des semaines, parce que ce soir, elle n'avait pas besoin de Zola. Elle répondit « Merci, pour l'annonce et pour la façon dont vous avez fait les choses. » Il répondit « C'était la seule façon acceptable. » Elle sourit, un sourire petit et réel, le genre qui arrive avant qu'on décide de sourire. La femme à côté d'elle dans le wagon la regarda avec cette curiosité discrète parisienne qui observe sans paraître observée. Camille ne s'en soucia pas. Les semaines qui suivirent furent denses. La prise de poste au 1er mars impliquait une passation avec Isabelle Renard, une présentation au comité de direction élargi, la constitution d'un plan d'action pour les 100 premiers jours que Camille rédigea en 2 semaines avec une minutie qui impressionna les consultants du cabinet au point qu'ils le demandèrent comme exemple pour leurs autres clients. Elle travailla beaucoup. Elle dormait mieux. La soupe de sa mère le soir avait le même goût qu'avant, mais elle le remarquait davantage. Avec Antoine, les choses continuèrent de se construire selon ce rythme qui leur était propre, lent sans être hésitant, délibéré sans être calculé. Ils marchèrent 2 autres samedis matins en janvier, une fois à la Villette, une fois le long du canal Saint-Martin qui était gelé par endroits, les plaques de glace fines craquant sous les pas des pigeons avec un son délicat et incongru. Ils se retrouvèrent 2 mardis soirs pour dîner, une fois dans un restaurant arménien de la rue du Faubourg Saint-Denis que Camille connaissait, et où les mésés arrivaient en plaques généreuses, avec du pain lavache encore chaud, une fois dans un bistrot du 19e proche de chez sa mère, où les steaks étaient moins bons que chez Marcel, mais où personne ne les regardait. Ces dîners n'étaient pas des rendez-vous dans le sens performatif du terme. Ils mangeaient, ils parlaient, ils se taisaient au bon moment. Antoine apprit que Camille avait une mémoire photographique pour les chiffres, mais oubliait systématiquement les noms des acteurs dans les films. Camille apprit qu'Antoine relisait les mêmes 3 romans depuis 20 ans, L'étranger, Le Rouge et Le Noir, Les Misérables, avec l'obstination tranquille des gens qui préfèrent approfondir à élargir. Elle lui dit que c'était une vision très particulière de la littérature. Il dit qu'elle avait probablement raison. Un soir de fin janvier, dans le restaurant arménien, il lui prit la main sur la table. Geste simple, sans annonce préalable, sa main posée sur la sienne avec une douceur qui n'avait rien de tentatif. Elle ne la retira pas. Elle regarda leurs 2 mains un moment, puis leva les yeux vers lui. « Je ne suis pas pressée, dit-elle. « Je sais, mais je ne suis plus en train d'attendre non plus. » Il hocha la tête. « Moi non plus. » Ce fut tout. Il n'y eut pas de grande déclaration, pas de formulation solennelle de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Il y eut 2 personnes assises dans un restaurant arménien du Faubourg Saint-Denis avec du vin rouge dans des verres épais et du pain lavache tiède, et une main posée sur une main, et la décision tacite et mutuelle que c'était suffisant pour ce soir et que les définitions pouvaient attendre.
Ce fut 3 semaines après cela que Julien réapparut. Un message, un dimanche soir de la fin février. Camille était chez elle à Saint-Denis, en pyjama dans le canapé, avec sa mère endormie dans la chambre et la télévision allumée sur rien en particulier et une tasse de tisane à la menthe refroidissant sur la table basse. Le message arriva à 22h17. « Salut Camille, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'on mérite tous les deux une vraie conversation. » Elle lut le message une fois. Elle tapa une virgule. Elle envoya la virgule. Elle bloqua le numéro. Elle but sa tisane froide, éteignit la télévision et alla se coucher. Le lendemain matin, elle raconta l'épisode à Nadia en buvant son café du lundi. Nadia écouta, regarda son téléphone et dit « Une virgule ? Une virgule. Pourquoi une virgule ?» Camille réfléchit un instant. Parce qu'une phrase s'arrête avec un point. Une virgule veut dire qu'il y a quelque chose après. J'ai voulu lui laisser penser qu'il y avait quelque chose après. Et puis, j'ai décidé que non. Nadia la regarda pendant 2 secondes. C'est soit très cruel, soit très poétique. C'est les deux. Nadia rit. Un rire vrai, bref, qui fit se retourner 2 collègues. Camille but son café et ouvrit son ordinateur. Le 1er mars, elle prit officiellement son nouveau poste. Sa première journée en tant que gérante de développement organisationnel commença à 8h15 dans un bureau du 15e étage. Un cran au-dessus de son open space habituel, une fenêtre sur le parvis, une plante verte qu'Isabelle Renard avait laissée en guise de cadeau de transition avec un post-it qui disait simplement « Elle s'appelle Marguerite, elle aime l'ombre ». Camille posa son sac, accrocha son manteau, s'assit dans son nouveau fauteuil et alluma son ordinateur. Son téléphone vibra. « Antoine, première journée. Bonne chance, même si vous n'en avez pas besoin. » Elle sourit, rangea le téléphone, ouvrit son plan d'action pour les 100 premiers jours. Il était 8h18, elle se mit au travail. Le printemps arriva sur Paris avec la ponctualité têtue qu'il avait parfois. Un matin de mars où l'air changea de texture, plus doux, moins mordant, avec cette odeur indéfinissable de terre humide et de bourgeons qui montaient des squares et des jardins comme une annonce. Les marronniers du boulevard Sérurier commencèrent à pousser leurs premières feuilles vert pâle avec cette timidité caractéristique de ce qui revient après avoir disparu. Les terrasses des cafés sortirent leurs chaises plastiques et leurs parasols roulés, pas encore ouverts mais présents, la promesse d'un usage imminent. Camille remarqua tout ça depuis le RER B un matin de mi-mars. Debout dans la rame avec Germinal, enfin terminée, elle avait lu la dernière page un dimanche soir avec une satisfaction tranquille. Le livre refermé sur ses genoux, la fenêtre de l'appartement ouverte sur le bruit léger de Saint-Denis le soir, et remplacée maintenant par Une vie de Maupassant, recommandée par Antoine lors de leur dernier dîner avec ce sérieux légèrement embarrassant des grands lecteurs de classiques qui ne comprennent pas que tout le monde ne lise pas les mêmes livres. Ces 100 premiers jours dans le nouveau poste touchaient à leur fin. Elle avait réorganisé les référentiels de compétences pour les 300 postes non cadres de l'entreprise. Travail de fond, invisible pour la plupart des gens, fondamental pour ceux qui recruteraient et évalueraient dans les 5 prochaines années. Elle avait lancé un partenariat avec 2 organismes de formation professionnelle en Seine-Saint-Denis, ce qui permettrait à 23 employés de la Moreau Logistique d'accéder à des formations certifiantes en dehors des heures de travail, avec prise en charge partielle par l'entreprise. Elle avait présenté, lors du comité de mars, une analyse des taux d'encadrement féminin par niveau hiérarchique. Chiffres sobres, sans plaidoyer, juste les données et 3 propositions concrètes d'ajustement de processus, qui avait généré 2 heures de discussion et l'accord unanime sur 2 des 3 propositions. Le 3e serait resoumis en juin. Bernard Leclerc l'avait croisé dans le couloir du 15e une semaine après cette présentation. Il s'était arrêté. « Bonne analyse », avait-il dit, avec le ton légèrement compressé des gens qui font un compliment contre leur instinct premier. Elle l'avait remercié avec courtoisie et avait continué sa route.
pas de triomphe. Juste le travail qui parlait pour lui-même. Avec Antoine, les choses avaient continué de se construire selon ce rythme désormais familier. Les samedis matins devenus une habitude sans avoir été déclarés tels. Les dîners en semaine quand les agendas le permettaient. Les messages qui n'avaient plus besoin d'être formels parce que la frontière entre le professionnel et le reste s'était naturellement recomposée autour de quelque chose de plus honnête. Il était venu la chercher un soir à son bureau du 15e. Son bureau maintenant, pas l'open space, et ils étaient allés à pied jusqu'à un cinéma du 19e voir un film iranien en version originale, sous-titré que ni l'un ni l'autre n'avaient choisi délibérément, mais sur lequel le hasard de l'affiche les avait arrêtés. Le film était lent et magnifique et silencieux à des endroits que les films français n'osaient plus. Ils en avaient parlé pendant tout le chemin du retour jusqu'au métro, debout sur le quai, puis dans la rame, puis sur le quai de correspondance. Avec cette énergie particulière des conversations que le sujet nourrit, mais que la présence de l'autre rend nécessaire. Il y avait des soirs où Antoine restait tard à Saint-Denis, pas tous les soirs, pas avec la régularité d'une installation, mais avec la régularité d'une présence choisie, renouvelée chaque fois par une décision consciente des deux côtés. La première fois, c'était arrivé naturellement. Ils avaient dîné chez Camille, sa mère avait fait une blanquette de veau un vendredi soir, et il était 23 heures passées quand ils avaient fini et la conversation n'avait pas voulu se terminer. Il avait dormi dans le canapé du séjour, sur un matelas gonflable que la mère de Camille avait sorti du placard avec une efficacité tranquille qui n'appelait aucun commentaire. Le lendemain matin, sa mère avait préparé du café et des tartines avec du beurre salé et de la confiture de myrtille. Et ils avaient tous les trois mangé autour de la table en formica blanc, dans la lumière du matin de Saint-Denis, avec la télévision éteinte pour une fois et juste le bruit de la rue par la fenêtre entr'ouverte. Ce fut ce matin-là qu'Antoine comprit quelque chose. Il comprit cela entre la deuxième et la troisième tartine, avec le soleil du matin sur la table, et la mère de Camille qui lui demandait s'il voulait encore du café avec ce geste naturel des gens qui vous incluent dans leur espace sans cérémonie et sans attente. Pas parce que vous êtes important, pas parce que vous méritez un traitement particulier, mais parce que vous êtes là et que c'est suffisant. La dernière fois qu'il avait ressenti quelque chose d'approchant, c'était dans la maison de ses parents à Versailles, avant la mort de son père, avant les années de construction frénétique, avant que l'entreprise devienne le seul lieu où il savait exister pleinement. C'était le souvenir d'une chose simple, quelqu'un qui vous donne du café le matin parce que vous êtes là. Il prit la troisième tartine. Il dit oui au café. La mère de Camille s'appelait Geneviève. Elle avait 59 ans. Une tension artérielle sous surveillance, les mains légèrement abîmées par des années de travail physique, et un regard qui évaluait les gens avec une précision tranquille et sans méchanceté. Elle avait regardé Antoine ce matin-là, au-dessus de sa tasse de café, avec ce regard-là, et elle n'avait pas dit grand-chose, juste « Vous avez des yeux fatigués. Je dors peu en ce moment. Mangez mieux. C'est toujours ça d'abord. » Il n'avait pas dit « J'ai 240 millions d'euros de chiffre d'affaires et un nutritionniste ». Il avait dit « Vous avez probablement raison ». Geneviève hocha la tête avec la satisfaction modeste des gens dont le bon sens est reconnu sans avoir eu besoin d'être défendu. Et c'était tout. Ce samedi de la mi-avril, Camille et Antoine marchaient dans le parc Georges Valbon, à Saint-Denis. Un parc vaste et populaire, avec des enfants qui couraient sur les pelouses, des familles installées sur des couvertures malgré la fraîcheur encore présente, des adolescents qui jouaient au football avec des buts improvisés par des sacs à dos posés en paires. L'air sentait l'herbe fraîche et quelque chose de fleuri. Des prunelliers peut-être, le long de la haie du côté nord. Le soleil était là mais mesuré. Ce soleil de printemps qui donne de la lumière sans promettre encore la chaleur. Il marchait depuis 1 heure, sans destination particulière, avec cette liberté du samedi matin qui n'appartient qu'aux gens qui ont décidé ensemble que la journée n'avait pas d'agenda. « Je voulais vous demander quelque chose, » dit Camille. « Je vous écoute. » Elle prit une légère inspiration, pas d'hésitation, plutôt le geste de quelqu'un qui vérifie que les mots qu'elle a préparés
sont encore les bons avant de les dire. Quand vous êtes entré dans cette église en novembre, la vraie raison. Il marcha quelques pas en silence. Je vous ai dit la vraie raison. Je devais déposer un document. Oui, mais vous seriez ressorti. Vous l'avez dit vous-même. Elle le regarda de côté. Qu'est-ce qui vous a fait rester? Il mit du temps. Ce n'était pas de l'esquive, c'était la recherche du mot précis pour une chose qu'il avait retournée dans tous les sens depuis novembre. « Je vous avais vu un soir en octobre, dit-il finalement. Vous travailliez encore à 19h30. Tout le monde était parti. Vous aviez un dossier devant vous et un café froid sur le coin du bureau que vous n'aviez pas touché depuis au moins 1 heure. Et vous corrigiez quelque chose dans ce dossier avec un crayon, pas un stylo, un crayon, et vous effaciez et vous réécriviez avec cette concentration absolue de quelqu'un pour qui le détail compte vraiment. Il fit une pause. Je me suis arrêté dans le couloir. Vous ne m'avez pas vu, et j'ai pensé que cette personne méritait que quelqu'un fasse attention à elle avec autant de soin qu'elle en apportait à ce qu'elle faisait. Camille ne dit rien pendant quelques mètres. Et puis j'ai oublié de retenir cette pensée, continua-t-il. Ou plutôt, je l'ai mise de côté parce que les pensées comme ça sont compliquées quand on est où j'étais. Et puis, il y a eu novembre, et l'église et quelque chose en moi a fait le lien avant que j'aie eu le temps de me demander si c'était raisonnable. Ce n'était pas raisonnable. Non. Vous êtes mon employeur. Vous avez un contrat avec la Morologistique, pas avec moi. La distinction existe juridiquement et humainement. Elle sourit légèrement. Vous avez un avocat qui vous a dit ça. Mon avocat m'a confirmé ce que je voulais déjà croire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils s'arrêtèrent près d'un banc en bois au bord d'un petit plan d'eau où des canards naviguaient avec cette autorité souveraine des animaux qui n'ont jamais douté de leur place dans l'espace. L'eau réfléchissait le ciel, blanc et bleu en alternance, selon les nuages. Un enfant d'environ 5 ans courait vers les canards en agitant les bras, et les canards s'écartaient sans vraiment s'enfuir, habitués à cette chorégraphie quotidienne. « Je ne suis pas la même qu'en novembre, » dit Camille. « Je sais, ce n'est pas seulement le poste, c'est autre chose. » Elle regardait l'enfant et les canards. En novembre, j'avais encore la forme de ce que je croyais vouloir. Julien, le mariage, l'appartement pour 2 après, le projet d'ensemble. Même si je savais quelque part que quelque chose ne tenait pas, j'avais encore la forme. Elle fit une pause. Maintenant, je n'ai plus la forme. J'ai autre chose. Quelque chose que j'ai construit moi-même, sans attendre que ça arrive. C'est mieux, dit Antoine, c'est différent. Elle se tourna vers lui. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas avec vous parce que vous avez rempli un vide. Le vide n'existe plus. Il la regarda un moment, ce regard de quelqu'un qui reçoit quelque chose d'important et prend le temps de le recevoir correctement. Je comprends. Je suis avec vous parce que j'ai choisi d'être avec vous. Ça change la nature de la chose. Oui, dit-il, ça change tout. L'enfant au canard avait fini par tomber sur les genoux dans l'herbe. Pas blessé, juste surpris, et regardait ses mains avec une expression de stupeur philosophique qui fit sourire Camille malgré elle. Sa mère accourait depuis un banc voisin avec cette vitesse inquiète des parents, et l'enfant, voyant venir le secours, se mit à pleurer avec la précision d'un acteur professionnel. « Il va bien, » dit Antoine. « Évidemment. » L'enfant fut relevé, épousseté, consolé avec un gâteau sorti d'une poche de manteau, récompense disproportionnée à la situation mais parfaitement logique dans l'économie affective d'un samedi matin de printemps. Il repartit vers les canards, 30 secondes plus tard, avec un enthousiasme intégral. Ils restèrent encore sur le banc un moment, ni debout ni pressés, juste assis, avec le bruit du parc autour d'eux et le soleil légèrement plus chaud maintenant que la matinée avançait. Antoine prit la main de Camille, geste devenu familier depuis le restaurant arménien, mais qui gardait chaque fois cette qualité d'attention qui lui était propre. Elle laissa sa main dans la sienne. « Ma mère vous a invité à dîner dimanche prochain, » dit Camille. « Je sais. Elle m'a envoyé un message mercredi. » Camille se tourna vers lui. « Elle vous a envoyé un message. »
Elle a demandé mon numéro à Lucie, qui l'avait récupéré dans votre téléphone. » Un silence, puis un rire vrai de Camille, bref et plein, le genre de rire qui arrive avant qu'on décide de rire. Elle vous a demandé quoi exactement? Si j'avais des allergies alimentaires et si je préférais le vin rouge ou le blanc? Il marqua une pause. J'ai répondu que j'aimais les deux et qu'elle décide. Et elle a répondu qu'une personne qui n'a pas d'opinion sur le vin est soit très zen, soit très facile à vivre, et que dans les deux cas, c'était une bonne nouvelle. Camille secoua la tête doucement. Ce geste affectueux et légèrement exaspéré des enfants devant les parents qui agissent exactement comme ils ont toujours agi et continueront toujours d'agir. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Elle est parfaitement elle-même. Il dit cela avec une sincérité tranquille. C'est rare. Le dimanche suivant, Antoine arriva rue de la République à Saint-Denis, à 19 heures précises, avec une bouteille de Bourgogne rouge et un gâteau de chez le pâtissier du coin. Il avait demandé à Camille quelle pâtisserie. Elle avait dit la viennoiserie du marché. Ils font une tarte tatin qui mérite le détour. Et il y était allé le matin même, en métro, depuis le 16e. Ce qui représentait 52 minutes de trajet aller pour une tarte tatin que Geneviève aurait probablement pu faire elle-même, mais que le geste de rapporter rendait différente. L'appartement de 42 mètres carrés était chaud et lumineux ce soir-là. Geneviève avait fait un poulet rôti, volaille entière, peau dorée et croustillante, jus de cuisson réduit au fond du plat, avec un gratin dauphinois dont l'odeur avait commencé à descendre dans la cage d'escalier 2 heures avant l'arrivée d'Antoine. Lucie était là aussi, revenue pour le week-end, depuis son foyer d'étudiante infirmière, 23 ans, les cheveux courts, le regard direct de quelqu'un qui passe ses journées en service hospitalier et a appris très vite à aller à l'essentiel. Lucie avait regardé Antoine pendant le premier quart d'heure avec une attention clinique légèrement intimidante. Puis, elle lui avait demandé s'il savait ce que faisait concrètement un gérant de développement organisationnel. Il avait dit qu'il avait une idée générale, mais qu'il préférait l'entendre l'expliquer. Elle avait regardé Camille avec une expression qui disait « d'accord, celui-là passe ». Ils avaient dîné en 90 minutes autour de la table en formica blanc, la même table du matin des tartines, la même table de toujours de cet appartement, avec ses rainures familières et sa surface qui gardait les traces légères de milliers de repas et de leçons faites, et de factures posées et de larmes séchées. Le poulet était parfait. Le gratin avait cette croûte légèrement gratinée qui méritait d'être prélevée en premier. La tarte tatin arriva en fin de repas avec une crème fraîche épaisse que Geneviève avait achetée exprès. Parce qu'une tarte tatin sans crème, c'est une promesse à moitié tenue, dit-elle, avec l'autorité des femmes qui ont des convictions sur la cuisine. Ils restèrent à table après le dessert, avec le café et les restes de vin, et la conversation fut celle des dîners qui n'ont pas besoin d'être importants pour l'être, Lucie racontant une nuit de garde compliquée avec ce mélange de fatigue et de fierté tranquille des gens qui font un travail difficile et savent pourquoi ils le font. Geneviève demandant à Antoine si ses parents avaient connu Paris avant la rénovation des années 70, et tous deux se trouvant une conversation commune sur la transformation des arrondissements périphériques avec une aisance que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Camille qui écoutait en buvant son café, les deux mains autour de la tasse, dans cette position assise légèrement de côté qu'elle avait depuis l'enfance dans ce canapé et que les meubles connaissaient par cœur. À 22h30, Lucie bâilla sans s'en excuser et dit qu'elle allait se coucher parce que son stage commençait à 6h. Geneviève se leva pour débarrasser avec ce mouvement d'habitude qui n'attendait pas d'aide, mais l'acceptait si elle venait. Antoine porta les assiettes sans demander. Geneviève le laissa faire sans en faire une remarque, ce qui, dans le code de Geneviève, était une approbation formelle. Quand la cuisine fut rangée et la télévision éteinte et le silence du soir de Saint-Denis installé dans l'appartement, Antoine prit son manteau. Camille le raccompagna jusqu'au palier. Ils se regardèrent un moment dans la lumière jaune du couloir.
Cette lumière de cage d'escalier qui n'est jamais flatteuse et à laquelle on finit par trouver une qualité honnête, parce qu'elle ne cache rien. « Comment vous sentez-vous » dit-elle. Il réfléchit. « Vraiment. Je me sens dans un endroit réel. » Elle hocha la tête doucement. « Oui, ça faisait longtemps. » « Je sais. » Il y eut un silence, pas long, juste suffisant. Puis il l'embrassa, doucement, sans hâte, avec ce soin qu'il mettait au geste qui comptait vraiment. Elle posa une main sur sa mâchoire, quelques secondes. Il descendit l'escalier. Elle l'entendit ouvrir la porte de l'immeuble en bas, puis le bruit de la rue entrer brièvement. Le boulevard du soir, les voitures, une conversation lointaine, avant que la porte se referme. Elle rentra dans l'appartement. Sa mère était encore dans la cuisine, essuyant le plan de travail avec un torchon, sans se retourner. « Il reviendra dimanche prochain si tu l'invites. »« Je sais, maman. C'est quelqu'un de bien. » Camille posa ses deux mains à plat sur le bord de la table. Elle regarda l'appartement. Les 42 mètres carrés, la fenêtre sur le mur de crépi gris, la plante du salon dont personne ne savait le nom, la chaise où Lucie dormait encore enfant quand elle faisait des cauchemars, le cadre avec la photo de leur père que personne n'avait rangé ni déplacé depuis 20 ans, parce que certaines présences tiennent dans les endroits qu'elles occupent même après. Et là, dans cet appartement de Saint-Denis où elle avait grandi et économisé et pleuré et tenu debout, Camille Martin comprit ce qu'était la richesse. Pas celle des chiffres, pas celle des mètres carrés ou des salaires ou des titres imprimés sur les cartes de visite. La vraie richesse, celle qui ne se perd pas quand les plans s'effondrent, celle qui tient dans une table en formica et un poulet rôti et une mère qui essuie le plan de travail sans se retourner parce qu'elle sait que sa fille a besoin d'une seconde à elle. Pas l'argent, pas le poste, pas la forme de ce qu'elle avait cru vouloir. C'était ça. C'était le café du matin préparé pour deux. C'était la soupe de poireaux sur le feu. C'était une main posée sur une main dans un restaurant arménien. C'était quelqu'un qui reste dans une voiture garée sans dire un mot parce que les mots auraient été de trop. C'était la tarte tatin rapportée en 52 minutes de métro, pas pour impressionner, pour participer. C'était choisir d'être là plutôt que d'être ailleurs. Et c'était tout. C'était absolument tout. « Oui, » dit Camille doucement, « c'est quelqu'un de bien. » Elle embrassa sa mère sur la tempe, éteignit la lumière de la cuisine et alla se coucher. Dehors, Saint-Denis continuait son bruit de nuit, doux, familier, vivant, exactement comme avant, exactement comme il fallait.